mot sur moi rapidement, parce que j'aime bien parler de moi, et puis comme ça, ce sera évacué. Je m'appelle Julien et je travaille pour le Canal eSport Club. Je ne sais pas si vous connaissez dans la salle le Canal eSport Club. Je vois des mains levées. Je sais qu'on a rencontré quelques étudiants d'eSport 42 qui sont venus nous voir en tournage. Le Canal eSport Club, c'est la prise de parole e-sport de Canal+. L'e-sport, c'est plein de choses. On va essayer de le découvrir ici ce soir. C'est une émission mensuelle en plateau, présentée par Olivier Morin, avec ses invités, ses experts, avec des journalistes, avec plein de gens qui gravitent autour de cette aventure et puis qui contribuent aussi à une émission hebdomadaire qui est plus focus sur la news, parce que l'e-sport a une actualité débordante dans plein de disciplines différentes, plein de jeux différents. Et puis un site web, esport.canalplus.fr, sur lequel vous pouvez retrouver des news, des décryptages, des contenus pour les habitués, les initiés, et puis du contenu un peu plus d'ouverture, un peu plus pour un peu plus pédagogique, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que le bonhomme bleu a tapé sur le bonhomme rouge et que ça a fait que l'équipe bleue ou rouge a gagné. Voilà. Il y a des jeux qui sont beaucoup plus lisibles que d'autres, et ben on essaye de combler ce manque et puis de donner une ouverture un peu mass média à l'e-sport. Je me suis spoilé tout seul puisque c'était ma slide d'après. Mais voilà, c'est un peu ça que je vous racontais. C'est une belle aventure qu'on a commencé à la rentrée avec Canal. On n'est pas les seuls médias traditionnels à s'intéresser à l'e-sport. Il y a Bein qui a franchi le pas aussi. Nous, on est très contents que plusieurs chaînes de télé s'intéressent à l'e-sport. C'est une exposition qui manquait, dont les joueurs pros n'avaient pas forcément besoin, mais en tout cas une envie, une exposition supplémentaire. Et on essaye de réaliser ça avec toute la bienveillance et toute l'expertise que ces professionnels justement peuvent nous apporter. On n'y va pas tout seul parce qu'on avait très peur de la réception de tout ça. Donc on choisit nos alliés, des gens qui sont déjà dans le milieu, qui ont des métiers très très proches de l'e-sport, qu'on va découvrir justement un peu ce soir. Voilà, c'est tout sur moi. Vous pourrez venir me poser des questions après autour d'un verre si ça vous tente. On va commencer avec Olivier, qui est e-sportif. Bonsoir à tous. Olivier, de mon pseudo Luffy. Je suis joueur professionnel de jeux vidéo. Je pense que c'est un des métiers qui intéresse le plus les jeunes de nos jours. Ils se disent peut-être que être joueur professionnel, c'est facile. Et je pense que c'est le métier qui intéresse le plus. On se dit, on reste chez soi, on joue aux jeux vidéo, c'est cool. Je vais vous présenter mon métier qui est un peu moins cool que ce qu'on croit. Du coup, je suis joueur de jeux vidéo professionnel sur Street Fighter. Donc Street Fighter, ce qui est donc un jeu de combat qui fait partie d'une niche. Les joueurs, sachant que les jeux e-sport les plus convoités de nos jours sont League of Legends évidemment, Counter-Strike Go et Hearthstone. Mais moi j'ai choisi du jeu de combat. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est le seul genre de jeu où je suis fort. Alors, pour parler un peu de moi, donc les débuts, j'ai commencé avec Street Fighter 4, donc il y a 10 ans. De cela, j'avais commencé à l'époque avec Street Fighter 2, comme un peu tout le monde. Sauf qu'en fait, j'ai repris le cap avec Street Fighter 4, avec la sortie des consoles next-gen. En même temps, je faisais toujours mes études, puisque j'ai réussi à obtenir un diplôme, chose que énormément de joueurs de nos jours... féliciter pour ça. Ouais, beaucoup de joueurs de nos jours, effectivement, ils arrêtent tôt les études pour se consacrer aux joueurs, enfin, au métier de joueur e-sport. Moi, j'ai fait le choix de continuer. Évidemment, pression de mes parents qui m'ont dit que t'arrêtais pas après le baccalauréat, mais également pour une réussite personnelle et également pour avoir du bagage par la suite, parce qu'une carrière dans l'e-sport, ça peut être éphémère, surtout quand on est joueur, puisque on est toujours concurrencé par tous les nouveaux venus, et c'est très simple de nos jours de se lancer dans un jeu vidéo, puisqu'il suffit juste d'avoir une console et un PC et une connexion Internet, et on peut vraiment se mesurer à tout le monde dans le monde entier. Ensuite, il y a la consécration, puisque sachant qu'en fait, durant mes études, j'avais déjà commencé ma carrière, en fait. J'avais commencé ma carrière, du coup, il y a 10 ans, et du coup, je suivais mes études en même temps. Sachant que je jouais et j'étais en cours en même temps. C'est-à-dire que pour une compétition, par exemple, au Canada, je pouvais partir le jeudi soir et rentrer le lundi matin et retourner en cours. En 2014, c'est ma consécration puisque j'ai remporté le titre de champion du monde de Street Fighter 4 à Las Vegas. C'est une compétition qui se déroule tous les ans en juillet.
Suite à cette victoire, j'ai eu de très belles opportunités puisque je suis aujourd'hui sponsorisé par la marque Red Bull, également par la marque Shadow, qui sont de très belles opportunités pour moi puisqu'ils m'accompagnent dans mon quotidien, c'est-à-dire qu'ils me défraient pour les divers événements. Si j'ai besoin de support, que ce soit, je sais pas, j'ai besoin d'une gaming house pour m'entraîner, que j'ai besoin de effectuer tel ou tel voyage, je sais pas, par exemple dans les jeux de combat, c'est surtout les Japonais qui sont très très forts. Du coup, ils me payent par exemple un voyage au Japon pour pouvoir m'entraîner pendant le temps nécessaire que je souhaite. Également des nouveaux challenges. Pourquoi? Parce que dans les jeux vidéo, vous avez très régulièrement des mises à jour. C'est ce qui fait la grosse différence avec les jeux vidéo d'il y a 7 ou 8 ans. C'est-à-dire qu'en fait, avant, il n'y avait pas de mise à jour. C'est-à-dire que vous achetiez votre jeu, vous pouviez commencer et le finir, il n'y avait pas de mise à jour. Au jour d'aujourd'hui, vous avez très régulièrement des mises à jour, notamment sur les jeux de combat où vous avez du rééquilibrage des personnages. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent, si vous jouez par exemple Chun-Li, qui va être très fort dans une version, 3 mois après, il est possible qu'elle devienne beaucoup moins forte et inversement. Donc il faut vraiment, vraiment savoir s'adapter au jeu. Donc moi j'ai commencé, je vous ai dit, avec Street Fighter 4 et aujourd'hui en fait on est à Street Fighter 5. Donc j'ai eu de très nouveaux challenges parce que je devais vraiment m'adapter à une nouvelle version d'un jeu qui est totalement différent. Et ensuite on a la diversification. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis joueur e-sportif, c'est-à-dire que je vais très régulièrement sur des conventions, faire de la compétition. Et en fait, maintenant, j'essaie de me diversifier, c'est-à-dire que je vais dans des salons pour justement faire des animations ou ce soir présenter mon métier ou même d'autres animations telles quelles. Alors, ça, c'est une slide très importante selon moi parce que c'est pour moi tous les différents vecteurs qui vous permettront de devenir le meilleur joueur du monde du jeu de votre choix. Comment battre Luffy? C'est ça. Mais je pense que ça marche aussi pour d'autres choses. Hein. C'est-à-dire si tu veux devenir le meilleur pianiste, ça a marché aussi, je pense. Alors pour moi, il y a 4 très gros points qui sont la rigueur, l'adaptation, l'ambition et l'hygiène de vie. Alors pour moi, la rigueur, c'est tout ce qui va incomber à la pratique du jeu. Donc j'ai mis pratique, maîtrise de son propre gameplay ou maîtrise de son personnage. Donc par exemple, vous jouez à Hearthstone, vous maîtrisez un deck, vous devez quand même maîtriser le deck. C'est-à-dire que si quelqu'un va vous créer un deck et va vous le donner, je pense pas que tout le monde sache jouer avec. C'est exactement pareil pour un jeu comme Street Fighter. Vous avez également l'apprentissage poussé du jeu. C'est-à-dire quand je vais donner un coup, quel dégât je vais enlever, les frames qui sont très importants. En fait, vous avez de l'affichage dans un jeu vidéo qui est c'est par nombre de frames, sachant qu'une frame c'est 1/33 de seconde. En fait, dans les jeux de combat, lorsque vous réalisez des combos, c'est réalisé à la frame en fait. C'est-à-dire que si vous loupez votre enchaînement de coups, vous loupez votre combo et vous pouvez vous faire punir et vous pouvez perdre la partie sur ça. Sur le positionnement et le risk reward, donc où est-ce que je me positionne sur l'écran et la notion de risk reward, je pense que c'est une notion qui est propre à tous les jeux vidéo, je pense. C'est lorsqu'on prend un risque, lorsqu'on fait une action, quelle est la récompense qui va découler de cela. L'analyse des concurrents, évidemment. Donc, qu'est-ce qui se fait à côté? Et évidemment, le plus important pour moi, c'est l'entraînement utile et efficace. Parce que, une question qu'on me pose très souvent, c'est est-ce que je joue 10 heures par jour? Alors moi, je réponds non, absolument pas. En fait, moi, je m'entraîne très peu. Je vais m'entraîner peut-être 1 à 2 heures maximum par jour. Parce qu'il faut que je m'entraîne de la façon la plus utile qu'elle soit et la plus efficace qu'elle soit. C'est-à-dire que j'ai vraiment pas envie de jouer dans le vide. Et il faut qu'à la fin d'une session de jeu, je ressors vraiment plus fort. Ensuite, donc, on a l'adaptation parce qu'il faut énormément de remise en question. Lorsqu'on est dans un environnement compétitif, on va très régulièrement perdre et gagner. Il faut savoir vraiment se remettre en question, savoir accepter sa défaite, savoir que aujourd'hui j'étais nul, que faire pour progresser et revenir devant plus fort. Comme je l'ai dit, l'adaptation aux mises à jour. Également de l'adaptation en temps réel, parce que quand on joue, c'est du temps réel. Il faut de l'ambition, il faut se fixer des objectifs à pallier. Il ne faut pas se dire je commence Counter-Strike demain, je veux devenir le meilleur joueur du monde après-demain. Ça ne va pas marcher comme ça. Je pense qu'il faut se fixer des paliers et des objectifs. Évidemment, pour viser le toit du monde, pour viser le plus gros objectif. Parce que je peux avoir une ambition qui est devenir le meilleur joueur de Courbevoie, mais si ça s'arrête là, je ne pense pas que. Ensuite, une très bonne hygiène de vie.
Ça, on l'oublie très souvent. Beaucoup de joueurs vont passer, je sais pas, 15 heures par jour devant leur PC sans prendre de repos, alors que c'est très souvent le repos qui va vous permettre en fait de vraiment progresser parce que vous allez pouvoir compiler toutes les données que vous avez appris le jour J pour justement les ressortir le lendemain. Je pense par exemple aux étudiants de l'école 42, si vous révisez quelque chose, je pense que si vous dormez pas de la nuit, ça va être très dur de vous rappeler ce que vous avez appris. Ensuite, évidemment, éviter la routine parce que il faut savoir vraiment s'oxygéner l'esprit, réussir à passer à d'autres types de jeux, hein, même à d'autres types de jeux vidéo. Je suis joueur de Street Fighter. Moi, ma routine, ça va être de jouer, je sais pas, à Clash Royale, parce que justement, ça me parce que justement, ça me détend et en fait, ça me permet de m'oxygéner l'esprit et ne pas rester dans une routine de je joue qu'à Street Fighter et après, au bout d'un moment, ça me saoule et je progresse plus du tout. Du coup, je retourne dans l'entraînement utile et efficace. Évidemment, le plus important également, s'entourer des bonnes personnes qui vont vous permettre d'aller le plus loin possible et de progresser. Là, je sous-entends un peu de ne pas avoir d'amis trop nuls, sinon vous progressez pas. C'est le conseil à retenir de cette phrase. Donc pour moi, c'est vraiment ce qui m'a permis, enfin ce qui me permet encore aujourd'hui d'être au top level. J'essaie vraiment de suivre ces 4 points du mieux que je peux. J'espère que ça vous a intéressé. Merci Olivier. Bonsoir Olivier, je m'appelle Félix, je suis un grand fan de Luffy depuis sa victoire à l'Evo. Je voulais savoir, bravo pour ta médaille d'argent à Cannes, et étant donné qu'en face, un gamin de 18 ans qui vient du Japon, c'est vrai que c'était pas évident comme match. Non, j'ai suivi le match. Merci pour le rappel. Je voulais savoir pourquoi jouer à la manette PS5 au stick en fait. C'est une question très précise. Oui, en fait, parce que je joue à la manette PS1. Je joue pas au stick, ni à la manette PS4, ni à la manette Xbox. C'est tout simplement pour une question d'ergonomie et d'habitude. En fait, j'ai vraiment trop pris l'habitude de la forme de la manette, du poids de la manette et également du toucher. Parce que chacun des boutons est différent selon les manettes. C'est-à-dire que le ressort peut être différent, la réactivité peut être différente, même la puissance qu'il faut utiliser dans son doigt peut être différente pour appuyer son bouton. Tu as des manettes où tu dois frôler la touche pour appuyer, tu as des manettes où il faut appuyer un peu plus fort ou moins fort. Mais moi, c'est vraiment une question d'habitude. Et sinon, une dernière question. Avec ta manette PS1, tu peux jouer à tous les supports ? Dès lors que un adaptateur existe, oui, je pourrais. Bon courage. Merci. Bonjour, je m'appelle Aubry, je suis en seconde. Bonjour. Alors, je ne connaissais pas avant de venir, je ne connaissais pas toi parce que je ne m'intéresse pas beaucoup à Street Fighter. Mais du coup, je voulais savoir, vu que tu es sportif, si y a besoin d'avoir un niveau minimum sur le jeu dans lequel on voudrait évoluer pour pouvoir devenir joueur professionnel. Alors non, je pense pas. Je pense de toute façon tout le monde commence avec un niveau minimal. Hein. Même moi, quand j'ai commencé, j'étais comme tout le monde. Hein. C'était pas beau à voir. Hein, non, ça va quand même, je me débrouille. Mais effectivement, non, tu n'as pas de niveau minimal à avoir puisque comment pourrais-tu jauger en fait quel est le niveau minimal ? Du coup, non, effectivement. Après, je pense qu'il faut quand même, pour arriver très très haut, je pense qu'il faut quand même un truc que d'autres n'ont pas. Je pourrais pas te dire quoi parce que ça s'appelle le talent apparemment. Et effectivement, par exemple, moi, je suis dans le milieu depuis 10 ans. Je connais les mêmes compétiteurs depuis 10 ans. Et je peux te dire qu'il y a au moins 80% qui ne sont jamais arrivés à la première place d'un tournoi en 10 ans. Et du coup, ça veut dire qu'il y a 20% qui y sont de façon régulière. Et après, je pense que c'est vraiment, dans la dernière slide que j'ai mis, c'est vraiment dans la façon de travailler qui a permis de faire sortir ces 20%, je pense. Bonjour, je m'appelle Diane. Bonjour. Et je voulais savoir, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de jeunes maintenant qui veulent se lancer en tant que joueur semi-pro ou pro de jeux vidéo. Mais par exemple, pour certains jeunes qui sont encore dépendants de leurs parents, comment convaincre ces parents de se dire je vais devenir joueur e-sportif ? Et surtout, est-ce que c'est vraiment viable dans le temps, ce métier-là, quoi ? Alors, je vais pas te cacher, c'est très compliqué de les convaincre, surtout s'ils sont...
En général, je pense que les parents, ils veulent quand même le meilleur avenir pour ses enfants. C'est-à-dire que avoir un diplôme, avoir un métier entre guillemets normal et pas être e-sportif parce que lorsque tu joues aux jeux vidéo, tu as toujours une variable aléatoire parce que ce sont des jeux vidéo, hein, c'est aléatoire, c'est pas toujours le meilleur qui gagne et ton salaire va dépendre également de tes résultats puisqu'il faut remporter des compétitions. Comment les convaincre je pense que, évidemment, si tu es très jeune et que, je sais pas, tu commences à 17 ans, mais que voilà, tu penses avoir un potentiel et également des structures décèlent un potentiel chez toi, je pense qu'il faut s'aider de ces structures pour réussir à les convaincre. Je pense que le père ou la mère, il va surtout se dire tu penses qu'aux jeux vidéo, tu vas vouloir jouer. Peut-être qu'il va pas être super réceptif à ça parce que, bon, on va pas se le cacher que la génération précédente n'a pas baigné dans l'e-sport ou dans le jeu vidéo. Donc ils sont moins réceptifs à ça. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'exemples de joueurs très jeunes qui ont réussi à faire le pas, notamment dans du League of Legends ou du Dota 2. Je pense notamment au joueur EG Sumail qui a gagné les Worlds à 17 ans et qui a gagné la modique somme de 1,5 million de dollars. Donc je pense qu'après ses parents ont été convaincus. Merci. Ça aide, effectivement. Tu parlais du fait que tu avais un bon entourage, que tu étais bien entouré. Et vu que l'e-sport prend des proportions de plus en plus faramineuses, je voulais savoir si dans ton entourage, tu avais une équipe de managers ou quelque chose qui s'en rapproche qui te permettrait de gérer un peu ta carrière ou t'occuper de tes déplacements, enfin que tu puisses te concentrer entièrement à ton. Alors à ton moi, sport. je suis un peu un cas particulier parce qu'en fait, pour moi, je pense que j'ai eu un seul manager dans ma carrière parce que je suis passé par différents sponsors. J'ai eu plusieurs sponsors, j'en ai eu 4. Là, je suis aujourd'hui sponsorisé par Red Bull. En soi, je n'ai pas de manager c'est parce que je travaille en toute autonomie. Ils savent ça fait 10 ans que je suis dans le milieu, ça fait 10 ans que je suis dans le top. Ils savent très bien comment je travaille, que je suis assez sérieux, si je rencontre une difficulté un jour J, demain je vais réussir à trouver la solution tout seul. Mais effectivement, je pense beaucoup de jeunes ou beaucoup d'équipes ou beaucoup de joueurs sportifs peuvent avoir besoin d'un manager. Pourquoi ? Tout simplement, tu peux avoir des raisons, plein de raisons. Tu peux avoir une raison comme j'ai mon équipe League of Legends qui sont 5 personnes. Il faut leur prendre un vol pour aller à un tournoi, je sais pas, à Los Angeles. Comment faire ? Comment gérer l'hôtel ? Comment gérer la logistique ? Tu peux avoir de la fonction d'analyse de vidéo parce qu'en général, quand tu es joueur, tu n'as pas suffisamment de recul en fait, pour analyser tes erreurs. Peut-être par question d'ego. Je suis le meilleur du monde, j'ai pas perdu parce que je suis nul, mais j'ai perdu parce que le mec a eu de la chance. Un manager, ça peut être très intéressant aussi pour justement avoir ce recul que toi, tu n'as pas. Ou un autre cas, ça peut être un manager peut vraiment te pousser vers le haut dans les moments vraiment les plus difficiles. C'est-à-dire que tu peux avoir, par exemple, Yann Cédric qui est là, c'était mon manager au Meltdown lorsque j'étais champion du monde. Il m'a pas beaucoup servi. Très sympa. Il m'a pas beaucoup servi. Ouais, si, franchement, si, son soutien était super important. Par exemple, moi, lorsque j'étais à Las Vegas, ou j'étais en Chine, ou j'étais au Japon, ou j'étais en Australie pour faire des compétitions, mon seul point d'appui, c'était mon manager qui était toujours là au quotidien, en fait, pour m'encourager, pour me dire t'en es où dans le tournoi, pour me dire attention, ton prochain joueur, il joue tel ou tel perso, est-ce que tu sais quoi faire ? Parce que lorsque tu es dans le tournoi, lorsque je suis dans la compétition, j'ai peut-être pas la tête à regarder l'arbre du tournoi, sachant que dans un tournoi, tu as peut-être 2000 participants. Je vais pas regarder suffisamment loin 8 tours après pour savoir qui je vais affronter. Et en fait, un manager, c'est surtout un appui pour vraiment une aide externe, en fait. Tout ce qui est analyse de vidéo, ça peut même être des questions psychologiques. Hein, si tu te sens pas bien dans ton jeu, ça se trouve que tu as les capacités, mais tu as un blocage psychologique quelque part qui fait que tu n'y arrives pas, et peut-être c'est le manager qui pourra te le dire.